Rebonjour aux 250 qui étaient parmi nous ce matin, à ceux qui nous rejoignent, à partir des liens de connexion qui vous ont été adressés hier soir, et je le répète, qui sont valables pendant tout le webinaire, que vous vous connectiez cet après-midi, demain matin ou demain après-midi, ou que vous ayez à vous déconnecter ou reconnecter sur ces périodes. De nombreuses questions nous ont été adressées relativement aux productions, diaporamas, aux prises de parole des intervenants de ce matin. Et on peut imaginer facilement qu'il en sera ainsi pour ceux de cet après-midi et de demain. Alors je veux nous repréciser que les actes de notre colloque, c'est-à-dire l'ensemble des prises de parole, des documents produits, seront mis à notre disposition, nous participants, à l'issue de ce colloque, une fois que les droits auront été négociés avec chacun des intervenants pendant ce colloque. Et je répète aussi que c'est à cette fin que nous allons garder vos adresses de messagerie, personnelles ou professionnelles, mais en tout cas qui sont individuelles, jusqu'à ce que nous ayons pu vous communiquer les voies et moyens pour obtenir ces actes. Notre webinaire 2 donc, est prêt à commencer. Je donne la parole à Laurence. Donc rebonjour aussi à tous et à ceux qui nous rejoignent effectivement. Alors ce matin, on a passé un certain temps à essayer de comprendre l'évolution des politiques publiques dans la professionnalité des éducateurs. On va essayer et on avait abordé le fait que l'apport de la sociologie et de la science politique nous éclairait sur d'autres dimensions de la santé. Donc cet après-midi, on va plutôt analyser l'impact de l'évolution sociétale et notamment des enjeux de société qui seront développés donc par Madame Goujon et par Monsieur Lauré qui se présenteront respectivement. Alors l'impact, les enjeux et l'impact de l'évolution sociétale. Alors qu'est-ce qui nous apparaît aujourd'hui? Effectivement, la société évolue. Sous quel aspect? On l'a abordé ce matin avec une population vieillissante, avec l'émergence de pathologies, avec la sédentarité et avec en plus ce qui nous arrive aujourd'hui, une crise sanitaire dont on ne connaît pas les perspectives. En tout cas, on sait l'impact que ça peut avoir sur la santé, notamment à une période où le sport est à l'arrêt, où l'activité physique est à l'arrêt. Et à travers cela, on s'aperçoit que la santé est vraiment au cœur de nos préoccupations et qu'elle va prendre un sens différent en fonction de ce qu'on peut vivre chacun d'entre nous, soit dans un cadre professionnel, soit dans un cadre personnel. Alors, les enjeux de société, on les a abordés. Et donc, la notion de déterminant d'inégalité sociale seront développées, sachant que je ne vous apprends rien en vous disant que la santé est bien différente si on est ouvrier, si on est cadre, si on habite à la campagne, si on habite en ville, si on a des services de soins de proximité, si on a des services, des associations sportives de proximité, si on habite dans une maison, si on habite dans les quartiers, si on habite en appartement. On voit bien qu'il y a des inégalités de santé. Et en fait, il y a tout ce qui relève de la génétique sur lesquels on n'a pas accès. Et puis, il y a en gros les 70%. Je pense que Mme Goujon donnera des chiffres plus précis que moi, mais en gros, 70% de l'état de santé dépend des conditions de vie, des comportements et des situations sociales. Donc, je vais laisser pour cela la parole à Mme Goujon, qui se présentera et qui vous développera ce sujet avec expertise. Oui, merci beaucoup de cette introduction. Donc moi, je vais vous parler effectivement notamment des déterminants de santé, des inégalités sociales de santé, du point de vue de l'Agence régionale de santé. Moi, je m'appelle Christelle Goujon, je suis responsable du pôle prévention, promotion de la santé à l'Agence régionale de santé de Normandie. Du coup, effectivement, quand on avait commencé à parler de cette grande aventure de webinaire, c'était avant effectivement la crise Covid, mais on voit bien que si c'était déjà un sujet extrêmement important avant, on est encore plus aujourd'hui dans le cœur du sujet.
Et tout n'est pas encore connu des effets de l'impact de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc effectivement, je m'étais posé la question de me dire, bah oui, à la fois, peut-être on va enfoncer des portes ouvertes. Oui, on est évidemment tous concernés. Et en effet, il y a des arguments complètement intuitifs. Aujourd'hui, on est très au clair sur le fait que activité physique et santé, par exemple, ça paraît absolument évident à tout le monde. À la fois, c'est pas si récent que ça. À plein de moments, moi, dans l'exercice de mes missions, il y a encore quelques années, il y avait beaucoup d'experts qui nous regardaient un peu avec un petit sourire quand on parlait de ces questions-là. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment acté et qui rentre en ligne de compte. Et on voit bien qu'on progresse en permanence sur la prise en compte de l'intersectorialité dans les politiques, dans l'ensemble des politiques. Et c'est vrai que le sport santé est assez emblématique de cette évolution. Et à la fois, c'est pas si vrai que ça, parce qu'il y a encore plein d'acteurs qui sont pas si au clair avec le sujet, qui sont pas forcément légitimes, qui sont pas formés, ça c'est un vrai sujet, qui sont pas concernés ou qui sont pas super à l'aise avec la question de la santé. Et peut-être parce qu'on confond souvent la santé et le soin. Or, c'est pas exactement la même chose. Donc, alors, on m'a demandé aussi de vous parler de définition. Je vais essayer de ne pas être trop rébarbative sur le sujet des définitions, mais à la fois, il faut aussi en passer par là pour qu'on essaye d'être au clair ensemble sur de quoi on parle. Et à la fois, vous verrez qu'en termes de définition, c'est assez mouvant. C'est pas si simple que ça. La santé, on peut parler d'absence de maladie. Ça, c'est la partie la plus simple. On est en santé quand on n'est pas malade ou quand on n'a pas de handicap. Certains parlent du silence des organes. Alors c'est beau, c'est poétique, mais enfin bon, en tout cas, voilà, ça montre ce que ça veut dire. On a des sujets autour des comportements individuels. Alors, est-ce que ce sont vraiment chacun de nos choix et nos comportements personnels qui ont un impact sur la santé ? Donc là, on va parler de fumer, pas fumer, bien manger, pas bien manger, être sédentaire ou pas. Voilà. Est-ce que ça suffit de dire ça ? Ou alors, est-ce que tout est joué d'avance parce que finalement, on est né comme ça, on est inégaux devant la santé. Alors oui, il y a un sujet génétique, mais est-ce que c'est le seul sujet ? Est-ce que la santé d'une population, c'est aussi le fait d'avoir accès ou pas aux soins ? Donc on verra que ce n'est pas si simple que ça non plus. Et alors, je l'ai mis à la fin, mais vous en avez parlé en introduction. Est-ce qu'il faut être riche pour être en bonne santé ? C'est une question aussi. Donc, en effet, ça compte, mais il n'y a pas que ça. Donc on voit bien que voilà, la santé, vous verrez qu'il y a plein de moments où je ne donnerai pas des définitions complètement figées. C'est aussi la façon dont on s'interroge et où on réfléchit sur ce que c'est la santé. Alors il y a une définition qui est très connue, mais qui est aussi un peu ancienne et extrêmement ambitieuse. Donc, c'est la définition de l'OMS, donc, qui date de 1946, qui dit « La santé est un état de complet bien-être physique, psychologique et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Alors quand on a dit ça, ça pose le débat. À la fois, ça reste assez flou. Il y a aussi la définition de la Charte d'Ottawa de 1986. Alors vous avez vos propres repères. Alors peut-être je vais enfoncer des portes ouvertes aussi pour certains, mais pour d'autres peut-être pas. La Charte d'Ottawa, c'est un peu la Bible de la promotion de la santé. Donc ça date déjà de 86. Donc ça dit que la santé est une ressource de la vie quotidienne et non le but de la vie. Donc voilà, la santé on voit bien qu'on est sur une définition dynamique et pas statique. C'est une ressource. Et ça permet aux personnes, mais pas seulement aux personnes, aussi aux groupes, d'identifier, de réaliser leurs aspirations, de satisfaire leurs besoins, de changer leur milieu de vie ou de s'y adapter. Donc on est sur la notion de concept positif, donc on met en valeur des ressources personnelles et sociales, ainsi que des capacités physiques. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs entrées possibles. Et donc on n'est pas uniquement dans le secteur de la santé ou du soin, mais on est au-delà d'uniquement des modes de vie sains, mais le sujet, c'est vraiment le bien-être. Donc là, on voit bien à quel point tout le monde, n'importe où, peut avoir un impact sur la santé. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Dahlgruen, qui a plein
de façon d'illustrer, qui montre, alors on voit au centre, alors vous avez parlé de pourcentage, Madame Nadeau, je ne sais pas si c'est simple, parce que tout le monde ne s'entend pas complètement sur le fameux pourcentage, mais on voit bien qu'au centre, on a le sujet de l'individu, voilà, de ses capacités individuelles, etc. Donc c'est une toute petite partie, mais effectivement, en fonction de son genre, de son âge, de notre héritage génétique, on n'a pas les mêmes chances, on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Mais après, il y a tout le sujet milieu de vie, donc l'école, le travail, enfin voilà, tout là où on habite, donc qui a un impact extrêmement important. Et après, on a aussi après, je ne devrais pas dire après d'ailleurs, en même temps, on a tout l'environnement global qui intervient, mais c'est aussi, vous parliez de choix de société, voilà, quel est le régime de loi et de règlement d'un pays, l'état de son marché du travail, son organisation sociale, ses normes, l'économie, etc. Donc on est vraiment sur voilà, la santé, c'est tout cet ensemble-là, donc avec des interactions entre tous ces sujets, et c'est vrai de la naissance à la fin de la vie. Alors il y a plein de traductions, donc ça je vous l'ai mis parce que c'était une illustration qui montrait voilà, qu'on peut... c'est un sujet de transport, c'est un sujet sur l'activité physique, sur l'éducation, etc. Et on voit bien qu'il y a un sujet de levier pour agir. Alors, c'est encore de la définition, mais c'est important aussi parce que, et on en parlait l'autre fois avec Madame Nadeau qui me disait la promotion de la santé, par exemple, tout le monde ne comprend pas l'idée. Donc, je voulais juste faire la différence entre le concept de prévention et le concept de promotion de la santé. Donc, la prévention, l'apport d'entrée, c'est le problème de santé. C'est diminuer la fréquence d'apparition d'un problème de santé ou d'un facteur de risque. Donc là, on va dire qu'on va lutter contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, on va avoir une entrée par pathologie ou par problème. Mais on va prévenir ce risque ou prévenir ce problème. Donc là, en termes de stratégie, on va être plutôt sur apprendre des bons comportements. On va retrouver l'éducation à la santé, l'accès à des services, etc., de l'information, une campagne de Santé publique France, puisque maintenant tout le monde connaît Santé publique France, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Tandis que la promotion de la santé, on va être plus sur le plus grand pouvoir des personnes et des groupes sur les décisions qui affectent la santé, le bien-être et la qualité de vie. Donc on parle d'empowerment. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous voyez à peu près en termes de concept. Et c'est dans la promotion de la santé qu'on va retrouver la réduction des inégalités sociales de santé. Là, on va viser la population dans son ensemble et pas juste une population qui va avoir un type de maladie ou de pathologie ou de handicap. Et on va agir par milieu de vie. Donc, l'action, c'est sur l'école, sur le travail, l'hôpital, le foyer d'hébergement ou autre milieu de vie. Et donc, on va agir sur les déterminants de la santé et les comportements de la santé. Donc, on va avoir une action la plus globale possible. Donc là, ce n'est pas la promotion de la santé au sens promotion, voilà, ce n'est pas du marketing, mais on va être vraiment sur promotion au sens de promouvoir, rendre accessible, rendre possible. Donc, donc c'est un concept plus large que uniquement la prévention. Bon, après, c'est de la même famille, on va dire. Et donc, en promotion de la santé, la première stratégie d'intervention, c'est la promotion de politiques publiques favorables à la santé. C'est vraiment le premier levier. Et c'est là où on se dit, on n'est pas seulement sur les politiques de santé, mais aussi une politique sociale qui va être favorable à la santé, une politique économique, éducative, d'emploi, de loisirs, d'environnement, etc. Donc, c'est là où on parle, et c'est très... c'est de plus en plus un concept qui circule, notamment dans les collectivités, la notion de santé dans toutes les politiques. Et voilà. Et donc, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet et le tous concerné, il est vraiment dans cette question-là. Alors ça, c'est un document... je l'ai mis parce que vous le retrouverez et ça vous permettra aussi d'aller... consulter le site internet par exemple du réseau français des villes santé OMS est extrêmement riche d'exemples et je pense que vous pouvez retrouver plein de choses intéressantes et c'est une autre façon de présenter
Mais ça montre bien que quand on parle de culture, par exemple, on peut parler de santé. Quand on parle d'un service politique de la ville, par exemple, il peut y avoir un sujet avec la santé. L'aménagement et l'urbanisme, etc., etc. L'exemple le plus simple, effectivement, c'est notamment sur l'aménagement et l'urbanisme. Si on veut que les gens aient une activité physique bénéfique pour la santé, il s'agit aussi de se dire, est-ce que l'aménagement urbain, par exemple, permet, est-ce qu'on parle de marchabilité maintenant, est-ce que y compris pour qu'une personne âgée puisse marcher, il faut que ce soit sécurisé, il faut qu'il y ait des trottoirs suffisamment grands, il faut que ce soit éclairé, il faut... il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui ne sont évidemment pas une politique de santé au sens où on l'entend d'habitude. Après, je ne vais pas trop développer les exemples, on verra peut-être en fonction des questions. Alors, après, il y a un autre concept dont on m'a demandé de parler, qui n'est pas le plus simple et qui mériterait plusieurs jours, mais si ça vous intéresse, c'est la question de la réduction des inégalités sociales de santé. Alors, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, c'est au moins ne pas faire pire. Parce qu'on est sur beaucoup de politiques qui, même en voulant bien faire, en tout cas, ont un peu de mal avec la notion d'inégalité sociale de santé. Et toutes les politiques généralistes qui ne réfléchissent pas à l'avance sur la question des inégalités risquent d'aggraver les inégalités sociales de santé. En plus, en France, on est très égalitaire, mais pas très équitable. Voilà, donc d'où la petite illustration qui montre bien qu'en termes d'intervention, donner les mêmes chances à tout le monde. Là, en l'occurrence, là, pour voir le match de foot, on voit bien que donner la même hauteur de caisse aux trois enfants, ça ne permet pas aux plus petits de voir. Donc, en fait, on parle en promotion de la santé d'universalisme proportionné. C'est un peu pompeux, mais l'idée, c'est vraiment d'intervenir de façon proportionnée pour corriger ces inégalités de départ. Un exemple sur les inégalités sociales de santé, c'est par exemple... on le prend souvent, même s'il n'est plus en vogue. On le connaît tous, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Donc là, c'est un message de santé. Et on sait qu'il y a eu un certain nombre de réflexions et d'études autour de ça. Ce slogan que tout le monde connaît, en fait, il a contribué à aggraver les inégalités sociales de santé, puisqu'en fait, ceux qui se sont emparés de ce message-là, bon, je caricature un peu, je vais vite, mais en tout cas, sont ceux qui avaient le plus de capacité à le faire et qui n'étaient pas forcément ceux qui en avaient le plus besoin, pour faire court. Mais c'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Du coup, il faut à chaque fois avoir en tête, même dépasser la bonne intention pour essayer de se poser 5 minutes pour dire l'action que je conduis, en quoi est-ce que je peux mettre en place des choses qui peuvent essayer de ne pas aggraver les inégalités sociales, voire les réduire. Alors ça fait partie de la définition. C'est la notion de gradient social. Donc en fait, Laurence Nadeau parlait tout à l'heure de la question de l'espérance de vie par rapport entre les cadres et les ouvriers. Donc là, il y a un certain nombre de graphiques. Donc c'est l'exemple le plus évident. Alors, c'est pour dire que souvent, quand on réfléchit aux inégalités sociales de santé, on s'intéresse aux groupes les moins favorisés. Les grands exclus, par exemple, etc. Or, il faut le réfléchir de façon linéaire. Le gradient, c'est vraiment quelque chose de très progressif. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, je n'en parle pas très, très bien, mais il faut vraiment avoir en tête cette linéarité, pas facile à dire, du problème. Et donc, d'où la question de l'universalisme proportionné et de l'histoire des 3 petites caisses de tout à l'heure. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, je voulais pas trop... à la fois, il fallait poser des choses en termes de définition et à la fois concrètement. Parce que nous, par exemple, à l'ARS, dans l'ensemble des politiques et des sujets qu'on porte, pour nous, les animateurs et les éducateurs sportifs, ils font évidemment partie des acteurs de terrain dont on a besoin pour donner vie, pour que ce ne soit pas juste un concept, l'histoire de la santé dans toutes les politiques. Il faut vraiment que ce soit porté par des vrais gens de la vraie vie sur le terrain. Et du coup, typiquement, vous êtes sur ce type de métier a vraiment un impact évident sur la santé. Parce que l'ensemble des politiques sont au cœur des sujets santé, parce qu'il y a cet ancrage de terrain.
Et j'en parlais en introduction, il y a vraiment des enjeux autour de la légitimité. Il y a pas mal enfin, je ne voudrais pas faire des généralités, puis je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais il y a un certain nombre d'éducateurs sportifs ou d'animateurs qui, à certains moments, disent « c'est pas mon métier, voilà, moi je ne suis pas soignant, etc. » Or, on l'a vu tout à l'heure, la santé, ce n'est pas le soin. Donc, du coup, voilà, il faut avoir vraiment conscience de ces liens-là et de la place qu'on a dans dans ce sujet. Par contre, je pense que c'est important de se former parce qu'il y a plein de choses. Il existe plein de ressources, plein d'outils, mais voilà, il faut en prendre connaissance. Alors, il y a des choses qui progressent, y compris en formation initiale, etc. Enfin, ce type d'intervention et d'initiative fait partie des ressources, mais voilà. Et puis, il faut connaître ce qui existe parce qu'il existe des ressources, vous n'êtes pas tout seul. Et il faut pas agir tout seul. Il y a vraiment un sujet partenariat, porter des projets collectifs avec d'autres acteurs sur le terrain. Alors, un premier zoom sur l'activité physique. Alors, peut-être, c'est un exemple qui est peut-être plus facile, puisque je disais tout à l'heure, ça a vraiment beaucoup progressé, hein, la question du sport et de la santé. Alors, nous, je pense que ce matin, on a dû parler de la stratégie nationale sport-santé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais nous, plus globalement, il y a ce qu'on appelle le PNNS 4, le Programme national nutrition santé, donc qui, antérieurement, les fameux 5 fruits et légumes, mais maintenant qui a évolué. Nous, quand on parle de nutrition, on parle des deux. C'est alimentation et activité physique. On ne prend jamais les deux séparément. Il faut vraiment avoir cette entrée globale. C'est un facteur protecteur et c'est vraiment la préservation d'un bon état de santé passe par alimentation et activité physique. On parlait de pourcentage tout à l'heure. Ça fait vraiment, en termes de déterminants, c'est majeur. Donc, on a nutrition, qualité de l'air, addiction. Enfin, vraiment, quand on a travaillé sur ces 3 sujets-là, on maximise les chances d'un bon état de santé de la population. À l'inverse, mauvaise nutrition, donc mauvaise alimentation, pas d'activité physique et sédentarité, on est sur les maladies chroniques, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, on maximise les risques. Et du coup, il y a un certain nombre d'objectifs pour lesquels les éducateurs sportifs sont au centre, c'est-à-dire qu'augmenter à 80% la part de la population adulte qui pratique plus de 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine, c'est aussi un de vos sujets. Enfin, voilà, et pour le coup, le médecin, il n'a pas grand-chose à voir, même s'il peut conseiller à ses patients, etc. Et puis, je parlais de sédentarité, réduire de 20% le nombre d'adultes restant plus de 3 heures par jour devant les écrans hors temps professionnel, c'est aussi, vous avez aussi votre place sur cette stratégie-là. Il faut que je me dépêche. Et alors ça, c'est une autre façon de présenter, mais c'est pour montrer que ça parle de... Enfin, il y a plein de sujets autour de ça. Quand on parle d'activité physique et santé, on va avoir un sujet effectivement de prévention, surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires, etc., d'activité physique régulière, voilà. Mais c'est aussi, l'activité physique, un vecteur de santé mentale. Typiquement, c'est du lien social, c'est de la lutte contre l'isolement, c'est de la prévention des violences. Ça, c'est aussi de la santé. Donc ça, c'est un effet positif fort. Mais il y a aussi un sujet quand même santé, parce qu'on parle aujourd'hui de prescription d'activité physique adaptée. Donc, on reconnaît l'activité physique comme un médicament. Enfin, il faut vraiment le penser comme ça. Donc, c'est une grosse progression, avec aussi une prévention sur la récidive de certaines maladies, en particulier de certains cancers. Il y a un sujet prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées. Donc là où on est aussi sur une personne âgée qui marche, qui va faire de la danse, qui va, etc. Enfin, voilà, un peu d'activité physique, est une personne âgée qui va rester plus longtemps à domicile, qui va avoir moins de difficultés en fin de vie. Donc, on a aussi des enjeux de réduction des inégalités sociales de santé. Activité physique, c'est comment on accède à l'activité physique. Il y a des sujets de tarification, il y a des sujets d'accessibilité aussi, alors personnes en situation de handicap, milieu rural, etc. Donc là, on voit bien que ça touche à d'autres leviers. Enfin voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois, vous avez des interactions et des ports d'entrée qui peuvent être différentes et multiples, et qui force, c'est pas très joli, qui nécessitent en tout cas de travailler ensemble de façon transversale.
Sur le secteur animation, alors, moi j'ai un peu le sentiment, peut-être je me trompe, qu'il y a une sorte de parenté entre animation et promotion de la santé. Notamment quand on prend le prisme éducation populaire, toutes les notions d'empowerment, pouvoir d'agir, etc. Malgré tout, on est sur des concepts un peu similaires. Les méthodes participatives, l'accompagnement, l'individu qui est au centre de l'action, etc. Enfin, il me semble en tout cas qu'on parle de notions qui sont assez proches. Le fait d'agir, que ce soit auprès d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, enfin, cette entrée populationnelle, c'est pareil, c'est vrai aussi pour les éducateurs sportifs d'ailleurs. Et puis l'action dans les milieux de vie. Vous pouvez intervenir dans des accueils collectifs de mineurs, dans des centres sociaux, des centres d'hébergement social, dans des structures pour personnes âgées. Et voilà, là, on agit sur le milieu de vie. Donc le secteur d'animation, pour moi, c'est vraiment un socle qui permet de travailler les questions de promotion de la santé. Mais je parlais tout à l'heure, j'en reparle là, je suis un peu lourde sur le sujet, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un des problèmes, et il faut absolument qu'on dépasse ça, c'est la difficulté à se sentir légitime. Et parfois, c'est pas toujours simple de vraiment structurer des actions parmi tout le reste de ce que vous faites et de mobiliser les bonnes ressources. Donc là encore, on voit bien que quand on peut travailler autour aussi de l'alimentation, parce que par exemple, je sais pas, des centres sociaux qui travaillent sur de l'atelier cuisine. Quand vous travaillez sur l'égalité garçon-fille, par exemple, dans un groupe de jeunes, la question de la vie affective et sexuelle, c'est aussi de la santé. Vous pouvez avoir des sujets addiction parce que quand on gère quand on suit des collectifs, ça peut être aussi, notamment sur les sujets d'adolescence, quelque chose d'important. Voilà, parentalité, lien social, donc lutte contre l'isolement. Enfin, de la même manière, vous êtes à plein de niveaux possibles en termes d'action de prévention dans votre secteur. Alors, si j'ai encore 5 minutes... alors, c'est encore de la définition. Et c'est pareil, ça nécessiterait plusieurs jours. Il y a des formations entières qui sont dédiées à ça, mais il y a beaucoup d'offres. Donc ça, si vous êtes intéressé là-dessus, vous pouvez tout à fait aller plus loin. Un socle qui est vraiment maintenant, qui fait plus du tout débat et qui est vraiment repris comme un socle important en promotion de la santé, c'est le développement des compétences psychosociales de chacun. Alors, de chacun, tout au long de la vie, à tout âge, mais quand même avec un focus très, très, très fort sur les plus jeunes. Alors, l'Organisation mondiale de la santé définit les CPS, donc les compétences psychosociales, comme la capacité d'une personne à répondre de façon positive et avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pareil, c'est un peu pompeux, mais on voit bien que donc, les 10 compétences dont il est question, elles vont par deux, à chaque fois par paire. C'est avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créatrice, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. On voit bien un peu l'idée. Je vais donner juste quelques exemples. Par exemple, en termes sur les addictions, par exemple à l'adolescence, quand on a travaillé un certain nombre de ces compétences, on est capable de se faire sa propre opinion, de savoir résister à la pression d'un groupe, en gros de savoir ce qui est bon pour soi. Donc ça peut être aussi une relation sexuelle qui va être non consentie. Voilà, donc on va vraiment être sur donner des outils aux personnes, les outiller vraiment pour qu'elles soient les plus solides possibles face à tout ce qu'elles vont rencontrer dans leur vie. Donc, alors, c'est de la santé, mais c'est pas que ça. C'est de la citoyenneté, c'est comment on se comporte dans un groupe. Donc, ça peut être utile à plein d'acteurs. Donc, il existe plein de ressources en termes de formation sur les compétences psychosociales, plein d'outils, des modalités d'animation autour de ça. Et voilà, moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et notamment quand on travaille sur la santé des jeunes, maintenant, par exemple, on ne finance plus aucune action qui ne soit pas au moins au clair avec ce socle-là. Alors, ce n'est pas juste parce que c'est joli et qu'on se fait plaisir. Hein, ça a donc été
évalué. Donc aujourd'hui, il est établi scientifiquement que ça participe à l'état de promotion de la santé des personnes. C'est un excellent support pour travailler dans les milieux de vie. Et puis ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas répéter. Ah si, c'est important. En général, il faut absolument le compléter quand on travaille les compétences psychosociales pour les enfants d'un travail autour de la question des compétences parentales, de façon à ne pas être en confrontation à un moment donné entre ce qu'on travaille avec l'enfant et ce qu'il va retrouver dans sa famille. Et c'est aussi un sujet de réduction des inégalités sociales de santé d'ailleurs, parce qu'un enfant qu'on va outiller, par exemple en milieu scolaire ou en milieu dans l'animation, et qui derrière va se trouver en conflit de loyauté ou en difficulté dans sa famille parce que le choc est l'écart est trop important, ça peut être très très compliqué. Donc il faut vraiment essayer de travailler les deux ensemble. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça va très vite à dire, c'est très compliqué à faire évidemment. Je ne méconnais pas la difficulté de ce sujet. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de liens, mais qu'on est vraiment sur des enjeux d'acculturation réciproque. Je remartèle le fait qu'on a vraiment besoin de sensibiliser chaque acteur là où il est, sur son impact potentiel sur la santé et sur les leviers qu'il a pour agir. L'interconnaissance entre les institutions, c'est super important aussi. C'est-à-dire qu'éviter de travailler de façon cloisonnée, travailler le maximum ensemble. Alors, je crois qu'en Normandie, on réussit à travailler ces sujets, mais voilà, il faut continuer à travailler ces complémentarités et il faut vraiment former sur les fondamentaux. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment du vernis, une première approche, une toute petite approche du sujet. Et alors, vraiment, ça, c'est super important aussi. On n'est pas tout seul sur ces sujets-là. Il existe beaucoup de ressources. Alors, je crois que toutes les personnes qui sont connectées ne sont pas forcément de Normandie, mais c'est vrai dans toutes les régions. Moi, je vous parle de ce que je connais, mais toutes les régions ont développé énormément d'acteurs et de ressources en promotion de la santé. Parce qu'il faut des leviers. Enfin, c'est aussi un métier, parce que souvent on a l'impression que la prévention c'est juste le bon sens près de chez soi, mais c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui peuvent aider. En particulier, alors soit ils peuvent intervenir par exemple dans une action, mais ils peuvent aussi être une aide pour accompagner au montage d'un projet, par exemple, en termes de méthodologie de projet sur la prévention et la promotion de la santé. Et puis, on a plein d'acteurs locaux sur plein de sujets. C'est essentiellement le secteur associatif. Et alors, évidemment, tous les territoires ne sont pas pourvus de la même manière sur ces ressources, mais il faut aussi les connaître. Parce que, je ne l'ai pas dit non plus, mais un des sujets, c'est aussi de travailler la qualité des interventions. Aujourd'hui, on a des interventions qui sont évaluées, qui ont fait la preuve de leur efficacité et qu'on doit pouvoir transférer. Moi, je n'ai pas spécialement besoin, notamment quand on finance un projet, que le projet soit super innovant. Moi, j'ai besoin qu'il soit efficace. Alors, il peut être innovant et efficace, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ça, les acteurs qui peuvent aider sur les territoires, ils sont normalement au clair sur ce sujet d'action probante, d'action évaluée qu'on peut développer sur chacun des territoires avec les ressources dont on dispose. Alors, du coup, pour les Normands, pour faire toute petite clause préférentielle pour les Normands, on a un niveau de maillage de territoire avec des postes de réseau territoriaux de promotion de la santé. On est sur des postes de coordonnateurs qui élaborent un programme local de santé avec les acteurs. Donc, on cofinance ces postes avec la région et les collectivités locales et qui sont vraiment là pour être cet appui et cet accompagnement-là. Il y a aussi dans les quartiers politiques de la ville les ateliers santé-ville, donc là où on a des financements État, collectivité, ARS, et puis d'autres postes quand les territoires ne sont pas couverts du tout, où on finance, nous, Promotion Santé Normandie, ailleurs ça s'appelle souvent l'IREPS, pour mettre en place ces accompagnements d'acteurs sur les territoires. Donc vraiment, on a un maillage assez fin du territoire pour vous aider à porter des projets en prévention, promotion de la santé.
Voilà, donc je vais conclure. Donc, pour répondre à la question que je me posais en début d'intervention, donc oui, décidément, la santé, c'est bien l'affaire de tout le monde. Oui, il y a des liens complètement évidents entre la santé et les professionnels du sport ou de l'animation. Oui, il y a des politiques convergentes et de plus en plus convergentes. C'est vraiment un progrès phénoménal en 10 ans sur le sujet. Oui, il y a des ressources en région et pas que en Normandie, partout. Mais il reste quand même donc des efforts à faire. Et c'est des moments comme ceux-ci en font partie, de sensibilisation, d'interconnaissance entre les acteurs et de formation. Donc j'espère que ces 2 jours vous donneront envie de continuer à travailler sur ces sujets. Voilà, j'ai fini pour moi. Merci. Merci beaucoup Christelle pour cette intervention. Je la trouve très intéressante parce que on parlait ce matin des représentations de la santé et on a parfois là, une représentation de l'ARS très connectée santé médicale, santé pathologique. Et là, vous avez fait une approche... On ne connaît que sur le Covid même en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que votre présentation ramasse l'ensemble de tous les déterminants qu'on doit prendre en compte, notamment dans nos formations. Et vous avez abordé la notion de stratégie, il me semble que c'est le mot que vous avez utilisé, de la vie quotidienne. Alors ça me fait écho tout de suite, étant au pôle formation, ça fait écho tout de suite sur un nouveau diplôme, qui est le CPGEPS. Et le CPGEPS, c'est un diplôme de l'animation qui prend en compte notamment les activités de la vie quotidienne. Et comment l'animateur, dans les activités de la vie quotidienne, comment est-ce qu'il va pouvoir introduire la santé sur ces temps qui sont des temps encadrés, ou pas forcément encadrés, avec une certaine autonomie, mais comment est-ce qu'il va pouvoir agir sur ça? Et ça fait écho notamment sur tous les risques psychosociaux. Je trouve que cette intervention était intéressante et nous donne des axes, en tous les cas, en matière de formation et de nouvelles coopérations et collaborations, en tous les cas. Je ne sais pas si on est dans les temps avec M. Alain Lauré. Oui, tout à fait. Il y aura peut-être des questions derrière? Après M. Lauré, c'est ça, hein, ouais. Alors, pour introduire M. Lauré, il est connecté, M. Lauré, on l'a avec nous? Oui, ok. Alors, pour introduire M. Lauré, on va aborder quel sujet, en fait, la notion de responsabilité individuelle et collective. Alors, on a bien compris le sens qui a été développé depuis ce matin de la nécessité de faire ensemble. Et de faire ensemble, non pas les uns à côté des autres, mais de faire ensemble les uns avec les autres. Et ce qui change un petit peu la notion. Et que nos intervenants, je ne vais pas reprendre la notion d'éducateur ou d'animateur, je veux dire, les intervenants sur la santé, les acteurs de la santé aujourd'hui, s'inscrivent dans cette responsabilité qui est à la fois individuelle quand on est face à la personne et qui est à la fois collective parce qu'on s'inscrit dans une dynamique collective de politique locale ou autre. Et ce qui va nous permettre d'introduire M. Alain Lauré, qui se présentera, mais qui est professeur des universités de Rouen, ancien doyen de l'UFR STAPS de Rouen, et donc qui va nous faire une présentation sur comment est-ce qu'on peut intégrer un collectif et en quoi on en a une responsabilité. Je vous laisse la parole, monsieur Alain Lauré. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord préciser plusieurs choses. Mon intervention se situe en ligne directe par rapport aux 2 dernières interventions de la matinée. Ce que nous avons pu identifier ce matin, ce sont d'abord des problèmes de sémantique. La notion même de relation sport et santé est problématique. Le dernier intervenant de ce matin a mis en évidence le fait que ce n'était pas tellement la notion de sport sur ordonnance qu'il fallait prendre en considération, mais la notion d'activité physique prescrite. D'autre part, mon collègue Olivier Sirost, également ce matin, a mis en évidence une évolution de la notion même de sport. La signification du sport, aujourd'hui, n'est plus la même que celle du XXe siècle. D'autres logiques, d'autres demandes sociales, d'autres motivations pour la pratique fait que le sport est une entité polysémique et non plus quelque chose d'unifié, comme ce fut le cas lorsque l'on parlait de sport, en y associant quasi instantanément la notion de discipline olympique. Vous observerez que lorsque l'on parle de Jeux olympiques, on parle de discipline.
Cette notion disciplinaire aujourd'hui, c'est-à-dire une activité qui est ultra réglementée, ultra arbitrée, pose évidemment un problème lorsque l'on cherche à la relier à la notion de santé. Il y a donc un problème de définition, et cette définition sémantique n'est pas résolue aujourd'hui. Je n'en veux pour preuve que ce matin, au Sénat, avait lieu un travail collectif des sénateurs qui recevaient un certain nombre de personnalités spécialistes du sport santé, et que le Sénat a intitulé l'événement « Sport et santé ». Cette notion-là, à mon avis, doit être discutée. Alors, pour la discuter, je vous demande de passer la première slide. Il faut mettre en évidence un élément qui est un élément tout à fait pertinent. Il s'agit de savoir si lorsque l'on parle de santé, on doit parler de pratiquants ou de patients. Cette notion, non, c'est celle de la précédente, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, doit-on parler d'un patient? Doit-on parler d'un sportif? Il est clair que les débats de ce matin ont mis en évidence, et je crois que c'est le dernier intervenant de la matinée, le responsable du pôle santé du Krebs de Vichy, qui a dit que le pratiquant, lorsqu'il était en relation avec un éducateur sportif, n'était pas un patient. Et ça peut se comprendre. Le problème, c'est que dans sa tête, lui, il peut se considérer lui-même comme un patient et non pas comme un sportif. Il y a donc d'emblée là un problème de sémantique qui n'est pas résolu et qu'il faudra bien résoudre à un moment ou à un autre, tout simplement parce que cette notion d'activité physique et de santé, ou si vous préférez, de sport et de santé, est au cœur des futures missions du ministère des Sports. Ça me paraît évident. Je vous demande de passer la deuxième diapositive. Ça me paraît évident lorsque l'on fait une analyse longitudinale de la notion de sport au cours du XXe siècle et aussi au début, sur les 20 premières années du XXIe siècle. Lorsque l'on fait cette analyse longitudinale, on voit immédiatement que le sport a évolué à la fois dans sa signification sociale, mais également dans la demande et dans les motivations sociales pour sa pratique. À partir de 1896, alors pourquoi cette date 1896? Tout simplement parce que c'est la réhabilitation des Jeux Olympiques. Et que de ce point de vue-là, tous les historiens considèrent que le sport moderne olympique, entre guillemets bien entendu, débute à la fin du 19e. Si vous voulez, le premier élément, c'est qu'il faut identifier que pendant 70 ans, jusqu'au début des années 70, ou jusqu'à la fin des années 60, le sport était extrêmement stable. Il n'y avait pas d'évolution. Les évolutions étaient marginales. On améliorait des techniques, on améliorait des technologies, mais globalement, les disciplines sportives s'étaient imposées. À partir de 70, la signification du sport commence à changer, et notamment avec les sports de glisse. Les sports de glisse remettent en question toute la logique culturelle, c'est-à-dire le système de valeurs du sport. C'est une première étape qui montre que le sport du XXIe siècle, celui que nous côtoyons aujourd'hui, n'est pas le même que la réalité de ce qu'il fut au XXe siècle. D'autant plus qu'à partir de 2007, avec l'invention du smartphone, est apparue une nouvelle phase de développement du sport qui est le sport numérique. Cette notion de sport numérique a bouleversé la relation au sport des individus. La relation aux organisations sportives et notamment aux organisations sportives associatives des individus. Et on voit, à partir de la fin des années 2000, on voit naître une forme de sport inorganisé, non organisé, autonome, qui a été très bien décrite ce matin par mon collègue Olivier Sirost. On voit donc que, en l'espace d'une centaine d'années, un gros siècle, le sport a revêtu 3 significations différentes. Le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise. C'est la phase 2020, le sport en contexte Covid. Et là, les choses s'accélèrent
en termes de transformation. Je vais prendre simplement un exemple qui nous a paru, nous, quand on a commencé à se pencher sur la réalité même du sport en contexte Covid, comme un élément absolument déterminant du changement. Au tout début du premier confinement, donc au mois de mars, le sport s'est arrêté. La réalité de ce sport à l'arrêt était le sport fédéral, le sport disciplinaire. Tous les services des fédérations étaient stoppés. Pour autant, sur le web, via un certain nombre d'applis, via un certain nombre de réseaux sociaux, on a vu naître un autre sport. Non pas un sport disciplinaire, non pas un sport organisé, mais un sport inorganisé ou un sport auto-organisé. Ça a été une déflagration. On ne parlait plus que de cela. Tous les médias qui étaient à sec en termes d'événements sportifs, en termes de réalité même du sport qu'ils traitaient habituellement, se sont retrouvés dans une phase de silence, une phase silencieuse qui a été problématique. Ils ont donc donné la parole à ce que nous avons appelé, à ce que j'appelle des sportifs de peu. Vous savez peut-être, en sociologie, il y a un certain nombre de sociologues qui parlent des gens de peu. Notre président de la République, lorsqu'il parlait des gares, disait que dans les gares, il y avait des gens qui avaient réussi, et puis des gens de peu. Ces gens de peu, aujourd'hui, lorsque l'on voit la réalité même du sport, on peut considérer que ces sportifs de peu sont des sportifs non licenciés, non repérés par les fédérations, qui n'appartiennent pas donc au monde de ce que l'on appelle le mouvement sportif, et ce sont eux qui ont explosé en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Or, que demandaient-ils? Certainement pas de la pratique compétitive, certainement pas de l'optimisation de la performance. Ils demandaient tous du sport santé. Ce qui nous conduit à cette année 2021 qui démarre avec une nouvelle logique qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre que l'administration de nos deux ministères des Sports prenne en compte en termes de formation, mais également en termes d'offres de services, qui est la réalité même, non pas du sport santé, mais d'une activité physique destinée à optimiser la santé. Et c'est là où la notion même de sportif ou de patient va intervenir. Est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît? La diapo suivante, s'il vous plaît. Pouvez-vous passer la diapo suivante? Oui, est-ce celle-là, monsieur Lioret, que vous attendez? Non. Non, non, il n'y est pas. La suivante, alors? Celle-ci? La troisième. La troisième. Alors, il faut peut-être reculer. Celle-là, non? Là, pour l'instant, j'ai rien qui bouge. J'ai la deuxième à l'écran. Alors, chez nous, ça va bien. Vous avez la troisième? Bon, bah écoutez, Oui. je vais travailler sur la troisième avec un autre écran. Alors, à ce moment-là. Donc, cette diapositive nous montre quoi? Elle nous montre cette dimension polysémique du sport. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le sport, au cours du XXe siècle, puis en ce début du XXIe siècle, est en train de changer. Et ce modèle d'analyse montre trois choses. Ceux que l'on considère comme des sportifs, qui ont comme objectif une réalité qui est l'optimisation compétitive, c'est-à-dire la possibilité qu'ils se donnent d'améliorer leur performance, d'améliorer leur capacité formative. Ce sont des sportifs, c'est très clair. Une autre catégorie de sportifs qui sont dans une logique d'optimisation corporelle, alors ce ne sont pas des compétiteurs que des purs, mais ce sont des gens qui cherchent à obtenir un niveau de pratique techniquement suffisant pour pouvoir ne pas être ridicule lorsqu'ils jouent au tennis, lorsqu'ils jouent au golf, ou lorsqu'ils font telle ou telle forme d'activité. Là, on est dans une réalité qui est une réalité sportive. Et puis à gauche de ce modèle, vous avez des individus qui recherchent autre chose, qui pratiquent une activité physique,
qu'ils qualifient d'ailleurs pour certains d'une activité sportive, mais pour nous, qui les observons, c'est autre chose. Ils ne cherchent pas une optimisation compétitive, c'est clair. Ils ne cherchent pas à être performants. Ils ne cherchent pas une optimisation corporelle. Ils cherchent une optimisation organique. Et cette notion d'optimisation organique, qui a des déclinaisons dans le domaine physiologique, dans le domaine anatomique, voire aussi, pourquoi pas, dans le domaine psychologique, font qu'on est beaucoup plus dans une logique liée à des exigences de patients que dans une logique liée à des exigences de sportifs. Et c'est là où les choses se transforment. C'est là où, même si le responsable du pôle sport-santé du Crève de Vichy ce matin disait clairement que dans la logique des formations du ministère des Sports aujourd'hui, on ne forme pas des gens qui pourront intervenir devant ou en présence de patients, il n'en reste pas moins que si les personnes qui sont en face de ces éducateurs se considèrent eux comme des patients, il va bien falloir que les éducateurs soient dans une logique, une réalité relationnelle qui prenne en compte, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, par exemple, la demande de cette patiente. Il y a donc là un élément clé qui va probablement faire évoluer très vite les conditions de formation des éducateurs sportifs qui interviendront dans le domaine du sport santé. La 4e diapositive, s'il vous plaît. Alors, cette 4e diapositive, j'espère que vous l'avez, parce que moi, je ne la vois pas sur mon écran de contrôle. Oui. Je l'ai sur un autre écran. Nous, ça va bien. Cette 4e diapositive met en évidence, en contexte Covid, parce que nous allons maintenant réfléchir à ce que change la crise que nous vivons actuellement. Je dis bien donc en contexte Covid, quels sont les critères des activités physiques ou des activités sportives qu'il faut favoriser. Et là, je crois qu'il faut prendre en considération un élément qui est un élément clé, qui va devenir un élément de référence dans les prochains mois et dans les prochaines années, lorsque nous serons sortis de cette crise. Il y aura une réalité sportive, ce que nous appelons nous le sport qui vient, qui sera un sport qui aura été façonné en contexte Covid et qui mettra en évidence une réalité qui ne sera certainement plus la réalité fédérale, c'est-à-dire la réalité disciplinaire, la réalité qui vise à optimiser le potentiel corporel des individus, mais une réalité qui cherchera à optimiser le potentiel organique des individus, c'est-à-dire la dimension physiologique, la dimension anatomique, d'autres dimensions également, et aussi, très probablement, la dimension psychologique. Et là, nous sommes dans une configuration qui remet énormément de choses en question, ne serait-ce que les équipements sportifs. Il est clair que lorsque l'on est dans une réalité sport-santé, l'intérêt de travailler dans un gymnase qui permet de pratiquer le volleyball, le basketball, qui permet de pratiquer le handball ou d'autres activités disciplinaires réglementées, cet intérêt-là est mineur. Par contre, la demande des éducateurs, la demande des patients sportifs est probablement pour des formes d'équipements sportifs qui prennent en compte leurs besoins. Des formes d'équipements sportifs qui soient en mesure de développer des services correspondant à la satisfaction de ces besoins. Et nous sommes là devant une configuration qui dit clairement qu'il va y avoir, parce que nous faisons l'hypothèse que cette notion sport-santé va exploser, va être une notion déterminante dans les missions des éducateurs sportifs et du ministère des Sports. Cette notion de sport-santé va faire bouger les lignes en matière d'architecture sportive. Rappelez-vous, ce matin, Olivier Siros disait quelque chose qui est très surprenant, qui a beaucoup surpris à Rouen. Il y a plus de personnes dans le Kind Arena. Le Kind Arena, c'est la nouvelle arena sur laquelle Rouen a investi pour développer un certain nombre d'activités de ce que l'on appelle le sport qui se regarde, et en particulier le basket. Lorsque l'équipe de Rouen de basket joue au Kind Arena, vous avez 3000, 3500 personnes dans les meilleurs moments. Lorsque vous développez dans la même enceinte des activités, non pas du sport qui se regarde, mais du sport qui se pratique,
avec des logiques notamment de santé, vous arrivez à multiplier quasiment par 2 le nombre de personnes présentes dans le Kindareda, alors qu'il n'a pas été fait pour ça. On mesure là un élément clé qui est que le sport santé ne pourra se développer de manière harmonieuse qu'à partir du moment où les équipements sportifs seront adaptés aux services qu'il faudra proposer, parce que la demande des patients sportifs aura elle-même évolué. Nous sommes là dans une logique, alors c'est en haut à droite de ce modèle, de critères qui seront des critères d'utilité publique et non plus des critères d'utilité sportive. La logique mettra en évidence l'obligation de développer des services relevant de pratiques faciles à mettre en œuvre sur des sites peu équipés techniquement. Autrement dit, sur des sites qui ne seront pas les sites hyper sophistiqués qui sont actuellement construits un petit peu partout en France et en Europe pour développer l'économie du sport qui se regarde. Cette réalité-là est une réalité nouvelle qui va s'imposer, qui a commencé à s'imposer aux architectes. Mais le point le plus intéressant de cette configuration, c'est la partie verte, à gauche, en bas. On observe là, et c'est un élément clé de cette transformation du sport tel que l'on peut l'observer dans cette phase de crise, on observe là que les pratiquants, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient patients, ne cherchent pas à pratiquer dans des clubs. La notion même de club va devoir évoluer. Et elle va devoir évoluer de manière extrêmement significative. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est que dans quelques années, peut-être même quelques mois, 2022, la notion de club physique avec une adresse postale ne sera plus opératoire. On sera passé à une autre notion, parce que la demande sociale aura changé, et notamment dans le domaine de la relation sport-santé, on sera passé à un club virtuel avec une adresse Internet. Et cette réalité-là, il faut l'anticiper, c'est la réalité verte que vous voyez se présenter là, à gauche, en bas. C'est un sport à déploiement numérique fort. Et ce déploiement numérique fort, c'est une révolution culturelle pour les fédérations sportives. Elles vont devoir faire un grand passage entre un développement administratif, purement administratif, physique, qu'elles ont développé durant tout le XXe siècle et encore aujourd'hui, vers autre chose, qui est ce que nous appelons une transition numérique. Mais nous utilisons le terme transition et non pas simplement transformation. Passez à la slide suivante, s'il vous plaît. La transformation, c'est tout simplement prendre en considération des éléments ponctuels du fonctionnement de la fédération ou du fonctionnement du club. Cette transformation, nous l'appelons paramétrique, c'est-à-dire qu'elle isole un certain nombre de paramètres. La comptabilité de l'association, la gestion des licences, la gestion des calendriers. Mais tous ces éléments paramétriques sont pris en compte par des applis, par des services numériques qui sont distincts. Cette logique-là est une logique dépassée aujourd'hui. Elle a à peine débuté qu'elle est déjà dépassée. Cette logique, nous l'appelons la transformation paramétrique. Nous l'avons remplacée par une autre logique, qui est la transition numérique systémique. Autrement dit, il faut prendre en considération le système organisé, le club ou l'offre de services, mais sur la base de l'ensemble de tous les paramètres d'offre de services et non pas simplement de quelques paramètres. Cette logique-là, nous travaillons dessus depuis 4 ans. Ça a été un travail absolument considérable. Nous sommes partis, si vous regardez la diapositive, nous sommes partis d'une logique dans un labyrinthe. Nous avons cherché, nous sommes perdus, nous sommes retrouvés, nous avons perdu énormément de temps et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons les réponses aux questions que nous nous posions il y a 3 ans et demi, lorsque nous avons essayé de passer de cette transformation numérique paramétrique à cette transformation numérique systémique. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est une réalité qui prend en considération énormément de paramètres. Mais le premier de ces paramètres, puisque nous sommes là dans une logique de relation sport-santé, c'est la
possibilité de préserver à 100% les données personnelles des individus des sportifs, qui vont utiliser ce type de service. Alors, je précise d'emblée que ce type de service est mis à disposition gratuitement par une société française qui est une start-up qui s'appelle Waller, qui a accepté de jouer le jeu avec nous et de travailler sur une réalité qui est un concept technologique qui s'appelle sport. Ce sport a été mis au point par Waller. Waller offre ses sports le concept de manière gratuite aujourd'hui pour essayer de développer ce grand passage du club physique avec une adresse postale vers un club virtuel avec une adresse numérique, mais ce club ayant la possibilité de passer de la transformation numérique paramétrique à la transformation numérique systémique. Le premier élément, c'est donc la préservation des valeurs personnelles. Il n'est pas question de développer les données pour qu'elles soient exploitables par un tiers, comme vous le faites par exemple, comme vous acceptez de le faire lorsque vous travaillez avec Facebook ou avec d'autres systèmes, d'autres réseaux qui se financent en exploitant vos données pour les vendre à des tiers commerciaux. Là, nous avons essayé de travailler, et c'est pour ça que nous avons choisi Waller, nous avons essayé de travailler pour éviter cela. Et nous avons travaillé avec Waller parce que Waller a été choisi par le ministère des Armées, a été choisi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par Polytechnique, par HEC, par Sciences Po, par France Télévisions, uniquement parce qu'il a cette capacité exceptionnelle de préserver les valeurs, toutes les données qui sont utilisées dans le cadre de ces organismes-là. Le ministère des Armées étant évidemment un ministère clé. Quand nous avons étudié la relation ministère des Armées Waller, nous avons vu à quel point il était possible de transposer ces éléments aux pratiques sportives liées en particulier au sport santé, parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'exploitation secondaire des données par des tiers commerciaux. Ces éléments-là nous ont amenés à travailler d'arrache-pied depuis 3 ans et demi avec un certain nombre de partenaires, des fédérations notamment, pour essayer de développer un concept qui va faire évoluer la réalité même des clubs sportifs associatifs. La slide suivante, s'il vous plaît. Nous sommes donc avec une possibilité, je le rappelle, gratuite. Il est possible d'utiliser ce service-là gratuitement. Nous sommes dans une configuration où la relation de la communauté d'expérience sportive que j'évoquais tout à l'heure n'est plus médiée par un club, n'est plus médiée par un éducateur en présentiel physique avec les pratiquants, mais médiée par un certain nombre de dispositifs qui sont des services dématérialisés, qui vont permettre à l'ensemble des acteurs qui vont ou bien utiliser le service, ou bien offrir le service, de le faire de manière dématérialisée. Alors l'intérêt, il est multiple. En particulier, lorsque l'on fait le total du temps en présentiel des licenciés dans les clubs en France, on arrive à un chiffre qui est ridiculement faible. La moyenne de temps de présence des licenciés en France, dans les clubs, est de 3 heures hebdomadaires. C'est évidemment quelque chose qui est insuffisant pour développer une relation riche, une relation complète, pour permettre de développer une réalité même de service qui permette aux gens de progresser, qui permette aux gens d'échanger avec les éducateurs, mais aussi entre eux. Et donc, nous, l'objectif a été de construire un club qui soit présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à la demande des licenciés, pour qu'ils soient en mesure de développer un certain nombre de relations entre eux, avec leur club, avec leur coach, avec leurs éducateurs. Et ces relations-là sont des relations permanentes. Vous comprenez immédiatement que ça change complètement la donne. On n'est plus là dans une relation à un patient ou à un sportif qui est une relation physique, limitée dans le temps. On est dans une relation permanente. Et c'est cette notion de permanence relationnelle qui nous a fait travailler sur un concept que vous connaissez peut-être, qui est le concept de nudge. Le ministère des Sports s'est intéressé au nudge il y a maintenant 2 ans. Je ne sais pas s'il continue à s'y intéresser, mais si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'il revienne sur ce concept de nudge, parce que le dispositif C-Sport que nous avons développé avec Waller, c'est un nudge. Qu'est-ce que c'est qu'un nudge? C'est un coup de pouce.
Un coup de pouce, c'est-à-dire la possibilité de donner une motivation supplémentaire, un élan supplémentaire. Élan qui peut parfaitement disparaître lorsque le licencié ou l'adhérent au club quitte le club après son entraînement. Là, il peut continuer à vivre le club, à vivre la relation de club, la relation avec les autres licenciés, mais aussi avec les coachs. Et cette notion d'extension de la relation qui constitue un nudge, ce coup de pouce supplémentaire pour entretenir la motivation. Parce que le problème, il est quand même là. Lorsque l'on voit, ça a été évoqué par mon collègue ce matin, lorsque l'on voit que les clubs de mise en forme, les salles de gym, doivent renouveler à hauteur de 70% chaque année leur clientèle, on voit bien qu'il y a là une absence de motivation, ou en tout cas une motivation qui est minorée par le problème lié au fait que lorsque vous quittez la salle, lorsque vous quittez le club, vous vous retrouvez tout seul. Le nudge numérique que nous développons permet justement de démultiplier cette relation et de l'entretenir. C'est cet entretien relationnel, cet entretien en termes de motivation qui permet aujourd'hui de développer une relation sport-santé qui dépasse le simple temps de présence en relation physique avec l'éducateur, en relation physique avec le club, de le temps de présence du licencié ou de l'adhérent ou du pratiquant. Ce temps de présence est démultiplié, c'est cette démultiplication-là qui va permettre de développer des politiques publiques en matière de sport-santé, non plus physique, mais totalement numérique. La slide suivante. Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre évidemment à vos questions. Merci, professeur Liorey. C'était parfaitement clair et surprenant. Vous avez évoqué les sports de glisse, années 70. Et bien ici, nous sommes sous avalanche. Avalanche de questions qui, comment dire, concernent à la fois Madame Goujon et vous-même. Mais n'hésitons pas, même si les questions ont un destinataire, à éventuellement comparer vos propositions de réponse à ces questions. Lucie, à toi de jouer. Je n'ai plus rien, enfin j'ai une image fixe sur mon écran. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez ? Apparemment non, hein, aucune réaction au niveau du... Du coup, alors, on va commencer des questions du coup pour Madame Goujon. On a Thomas qui demande « La santé est majoritairement déterminée par l'environnement. La surinformation et les stimulus anxiogènes divers ne sont-ils pas contre-productifs ?» Alors, c'est une question qui est compliquée. Évidemment, sur les sujets... Alors, la santé la santé est déterminée par l'environnement en partie, en grande partie. Quand on parle d'environnement et notamment des sujets, les sujets anxiogènes, je suppose qu'on est sur les sujets développement durable, pollution, etc. Alors, j'ai un collègue qui travaille dans le pôle santé-environnement qui a coutume de citer un certain nombre d'études qui expliquent, par exemple, sur la pratique du vélo en ville, sur le fait, c'est quoi la balance bénéfice-risque entre le bénéfice de faire du vélo, par exemple, et le risque de respirer la pollution. Donc lui, il cite toujours les études qui montrent que l'effet, la balance pèse en faveur du bénéfice que l'on retire à avoir de l'activité physique. Tout est question d'équilibre, effectivement. Ça sera ça sera meilleur pour votre santé de faire du vélo à la campagne qu'au centre-ville de Rouen aux heures de pointe, évidemment. Donc, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés sur la façon de le faire. Maintenant, par exemple, ces sujets de mobilité, c'est aussi, si on est sur des efforts collectifs de davantage faire d'utiliser de la mobilité douce, par exemple, ça permet aussi de réduire la pollution. Donc du coup, je pense qu'à un moment donné, la notion de responsabilité collective, elle va se placer aussi autour de ça. Et d'où le côté complètement interdépendant de plein de comportements, d'actions, de politiques, et d'où aussi le fait
de bien insister sur la notion de la santé. C'est pas juste un comportement individuel, c'est aussi une politique. Par exemple, quand on travaille un contrat local de santé avec une collectivité et qu'on parle d'activité physique, on va aussi parler des sujets autour de la question de l'environnement et la façon de rendre possible de façon la plus sûre possible donc de cette pratique. Donc c'est des questions compliquées, mais enfin, je crois que voilà, il faut quand même continuer à promouvoir ce type d'intervention, en essayant de ne pas trop se laisser entraîner sur une pente trop anxiogène. Alors du coup, on avait aussi une autre question, mais vous avez un peu répondu. Comment inciter la population à pratiquer une activité physique 30 minutes et 5 fois par semaine? Alors ça dépend beaucoup de où on se place et de où on travaille en fait. Si vous travaillez dans une mairie, par exemple, vous allez, je sais pas, dans un service des sports, ça va pas. Vous allez avoir votre propre capacité d'incitation, mais vous allez aussi travailler avec vos collègues du secteur éducation, par exemple, qui vont travailler le sujet, ou avec les gens de la voirie ou les gens, enfin, du service transport, aménagement, urbanisme, etc. Donc ça illustre vraiment le fait on ne peut pas faire tout seul. Personne tout seul là où il est peut faire en sorte d'améliorer le nombre de minutes qu'on va passer à faire de l'activité physique. C'est quelque chose qui doit être porté collectivement. Donc, moi, je crois vraiment beaucoup à l'action précoce. Travailler avec les enfants sur le sujet, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc il y a une responsabilité, donc des politiques éducatives notamment sur le sujet, et puis de rendre possible. C'est pas juste la faute des gens s'ils font pas tant de minutes d'activité physique. C'est vraiment, est-ce qu'on leur rend les choses possibles? J'ai conscience quand je dis ça que c'est pas il y a rien qui est de la baguette magique sur le sujet. Très bien, merci. On en avait une autre, mais du coup, on a Cédric qui nous demande qu'il a bien compris l'importance de la formation par rapport à ce webinaire, et du coup, il demande pourquoi il y a finalement très peu d'offres opérationnelles accessibles à distance. Alors, on parlait l'intervenant précédent parlait notamment de l'avant-après Covid. Là aussi, il va y avoir un avant-après Covid, je pense, puisque on a un développement qui est en cours vraiment très important des formations à distance. Je parlais tout à l'heure de Promotion Santé Normandie, des IREPS en France, par exemple, typiquement, qui sont des organismes de formation en promotion de la santé qui développent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas les seuls, il y a plein d'intervenants. Jusqu'alors, on n'était que sur de la formation en présentiel. Et là, comme tout le monde, ils sont en train de développer davantage l'offre en distanciel, et je pense que ça va continuer à se développer. Oui, il est certain que à toute chose malheur est bon, on va dire ça un peu comme ça, hein. Mais il est certain que l'adaptation que les organismes de formation initiale ou continuée ont dû imaginer et mettre en œuvre depuis maintenant presque un an tout de même, a bouleversé leur pratique professionnelle, leur rapport à la formation, leur représentation de la formation. C'est vrai qu'il y a là aussi il y a des ancrages, et qu'il faut espérer en tout cas que l'acquis et ce qui se passe actuellement dans les formations professionnelles trouve un avenir consolidé. Il n'y a pas de raison qu'il ne le trouve pas. Après, il faut bien faire la différence entre information et formation tout de même. Alors, en tout cas, sur les supports d'offres, l'offre formation continue, s'il y a besoin, dans les documents que vous mettrez à disposition des participants, on peut aussi donner des liens pour avoir accès. Alors, pour le coup, sur la partie Normandie, mais sur l'offre qui existe sur le sujet, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que toujours pas Monsieur Lauré? C'est dommage, je voulais repartir au sport d'hiver avec Pierre, mais apparemment, ça va pas être possible pour le moment. D'autant que je ne suis pas spécialiste de sport. Et d'ailleurs, Monsieur Lauré a parlé beaucoup de sport. Moi, je parle toujours d'activité physique. Alors, du coup, on va essayer une autre
Ah, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Lauré? Oui, je vous entends. Ah, donc du coup, on peut retourner avec Pierre au sport d'hiver. Donc, on a une question d'ailleurs sur les sports de glisse qui ont été effectivement, qui ont cassé un peu les codes et qui ont été codifiés, pardon. Et ce sont aujourd'hui au JO et ils ont été télévisés dans une dimension compétitive. N'est-ce pas le rapport au plaisir de la pratique qui finalement doit être considéré? Absolument. Si vous voulez, le premier sport de glisse à avoir été intégré au programme des JO, c'est le snowboard en 1998 à Nagano. Et en fait, là, vous vous rendez compte que quand vous étudiez la stratégie, parce que c'est une stratégie marketing du CIO, c'est une tentative de récupération d'une activité de glisse qui, à l'origine, n'avait absolument pas d'objectif disciplinaire. Ils ont transformé le snowboard en discipline olympique. Et le problème, c'est qu'en transformant le snowboard en discipline olympique, ils se sont coupés de tout le marché du snowboard. À tel point qu'à Nagano, en 1998, le leader mondial en termes de fabrication de snowboard a retiré le nom de la marque sur les snowboards qui participaient aux Jeux olympiques. C'est pour vous dire à quel point il y a une différence de nature culturelle entre une discipline sportive, olympique, et une pratique de glisse. Cette transformation, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention de cet après-midi, cette transformation-là est absolument considérable. C'est une rupture culturelle. Un sport de glisse n'est pas un sport disciplinaire. Alors, on a une autre question aussi de Jonathan qui, au niveau des termes, demande si on ne pourrait pas utiliser le terme d'actif physiquement au lieu de sportif ou patient. Il dit que, voilà, pour lui, ce n'est pas forcément adapté. Alors, moi, je pense qu'il faut inventer un concept. Il faut inventer un terme. Vous savez, lorsqu'une activité nouvelle, une activité sociale nouvelle apparaît, brutalement, immédiatement, elle est nommée. Parce que pour être identifié socialement, il faut avoir une nomination. Il faut avoir une réalité même. Actif physique, pourquoi pas, c'est un petit peu long. Patient, ça ne marche pas du tout. Mais sportif, ça ne marche pas non plus. Dans les sports de glisse, on a vu apparaître quelque chose qui a été le terme de glisseur. Là, il faudrait inventer, mais ce n'est pas à nous de l'inventer. C'est à la société de l'inventer. Si la notion même de sport santé est suffisamment puissante socialement parlant, elle va être nommée par la société. Très bien. Est-ce que vous avez une réponse, Mme Goujon ? Pour compléter, effectivement, nous, dans le secteur de la prévention, on ne parle pas de sport, on ne parle pas de sportif, on parle d'activité physique, en effet, et aussi parce qu'on a un enjeu de faire pratiquer, pratiquer au sens de développer un niveau de lutte contre la sédentarité le mot sport, il fait peur en fait aussi à certaines personnes, et du coup on a vraiment besoin d'avoir un autre angle d'attaque. Alors après, moi j'ai pas de nom et je suis pas non plus légitime pour un nom, mais le problème, si vous voulez, c'est que les sociologues eux-mêmes sont incapables d'inventer un nom qui permette de qualifier. Moi, je me souviens, en 1984, j'étais à l'époque professeur à l'INSEP, je travaillais dans le laboratoire de sociologie de l'INSEP, et on a lancé, à la demande du ministère de l'époque, on a lancé une vaste étude, très vaste étude sur 3000 personnes, pour essayer de comprendre ce qu'était la réalité même de la pratique des Français. L'étude a été publiée en 1987 et s'intitulait « La pratique sportive des Français ». Et nous avons eu une difficulté lorsque les intervieweurs, les personnes qui faisaient passer les questionnaires, étaient face aux Français. Parce que lorsqu'ils parlaient de sport, eux, les Français comprenaient autre chose. On a tout arrêté et il a fallu travailler sur une définition extensive du sport. Très clairement, on a mis 3 mois à trouver une définition qui n'en est pas une. Et en 84, lorsque nous avons travaillé sur cette étude, nous avons dit aux personnes que nous interrogions, écoutez, c'est simple, le sport, c'est ce que vous faites lorsque vous dites que vous faites du sport.
Ça permettait d'ouvrir complètement cette réalité polysémique, mais pour autant, ça ne qualifie pas l'activité. À la limite, cette réalité même sportive est tellement ancrée depuis plus d'un siècle dans la mémoire collective, dans la mémoire sociale, il faut peut-être la conserver en tant que telle, mais en l'ouvrant, en disant, ben voilà, le sport, c'est aussi bien du longe-côte, quelqu'un qui ne fait pas du tout d'activité compétitive, mais c'est aussi la finale olympique du 100 mètres en athlétisme. Le sport, c'est quelque chose de très extensif. Donc pour nous, et je reste aujourd'hui dans cette logique, pour moi, le sport, c'est ce que font les gens lorsqu'ils disent qu'ils font du sport. Très bien, merci. Alors, on a une question aussi de Thierry. Alors, qui nous dit est évoquée la situation des pratiquants patients motivés dans le sport organique. Dans le même temps, vous définissez ces pratiques comme libres ou auto-organisées. Par définition, un éducateur sportif encadre une pratique réglementée et organisée. Vous évoquez donc l'importance de modifier les formations de l'éducateur sportif qui ne rencontre pas les sportifs patients motivés par un sport organique. Vous remettez en cause donc la pratique hors club sans lien avec les éducateurs sportifs. Vous me semblez donc en complète contradiction de discours. Ma question est donc, de Monsieur Thierry, en quoi une pratique sport d'optimisation est-elle incompatible avec la notion de sport santé ? Tout simplement parce que ça dépend ce que l'on optimise. Si on optimise la performance, ou si on optimise la réalité organique, c'est-à-dire physiologique, anatomique, psychologique de l'individu. C'est le ciblage de l'optimisation qui est importante. La réalité même, et le problème il est là, lorsque l'on parle d'éducateur sportif, dans la culture administrative du ministère, et j'ai travaillé pour le ministère des Sports, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour le ministère des Sports, donc je connais très bien cette culture administrative. Cette réalité même d'éducateur sportif ne correspond pas en termes de dénomination, mais ça, on revient au débat de tout à l'heure, ne correspond pas en termes de dénomination à ce que fait l'éducateur sportif lorsqu'il est devant quelqu'un qui est plus un patient qu'un sportif. Donc cette notion d'éducateur sportif est aussi à redéfinir. Mais on pourra la redéfinir à partir du moment où on aura complètement basculé dans d'autres formules de formation. Des formations qui prendront en considération une réalité qui n'est pas la réalité disciplinaire, mais qui est une réalité, appelons-la comme nous l'appelons aujourd'hui, de sport santé. Très bien, donc on va passer un petit peu sur votre dernière diapo sur le sport digital. Il y a une question de Babette qui demande qui a peur de ce sport digital avec les nouvelles addictions et qui demande si c'est pas rajouter une addiction à une situation actuelle qui est pesante, ce sport digital. Alors d'abord, le terme addiction, effectivement, il est problématique. Est-ce que l'on est addict à Facebook lorsqu'on utilise Facebook avec un groupe d'amis? Je ne sais pas si on peut parler d'addiction. Là, nous développons un concept qui est, comme je l'évoquais tout à l'heure, le club sportif associatif, parce que je parle là de la pratique sportive. Je ne parle pas du spectacle sportif. Donc nous développons un club sportif associatif, développant des services liés à la pratique sportive qui est virtuelle et qui existe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour autant, ce n'est pas pour cela qu'on va l'utiliser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est associé au concept de nudge que j'évoquais tout à l'heure, mais il faut bien comprendre, que j'ai très peu de temps pour définir l'ensemble de la problématique et que cette problématique est extensive. Et elle est tellement extensive qu'elle remet en compte, qu'elle remet en question, qu'elle pose des difficultés d'adaptation de l'ensemble du mouvement sportif, mais également de l'administration du ministère des Sports. Et je me mets parfaitement à la place de tous ces acteurs. Ils sont face à quelque chose, un, qu'ils découvrent, deux, qu'ils ignorent. Mais la réalité, c'est que tout le monde ignore ce qui est derrière tout cela. Je parlais tout à l'heure de la 4e phase 2021 du sport post-Covid. C'est ce sport post-Covid qu'il nous faut prendre en considération. Parce que la période d'une année que nous sommes en train de vivre, cette période de crise, a changé la donne.
Et le problème, c'est que la donne fédérale, la donne disciplinaire, la donne du sport réglementé, la donne d'une réalité qui est celle offerte par le mouvement sportif depuis plus d'un siècle, mais ça a été dit mieux que moi par Olivier Sirost ce matin, cette donne-là est obsolète. Elle est obsolète. Moi, je rebondis sur deux chiffres que nous a donnés Olivier Sirost tout à l'heure, ce matin, donc, qui sont spectaculaires. Vous avez 20 millions de Français qui ont moins de 20 ans, et vous avez 20 millions de Français qui ont 60 ans. Eh bien, ça va vous paraître peut-être surprenant ce que je vais vous dire, mais pour moi, le futur du sport, il est beaucoup plus dans ces 20 millions de Français qui ont plus de 60 ans que dans les 20 millions qui ont moins de 20 ans. Ce qui amène une redéfinition caricaturale des missions du ministère des Sports. Je caricature, je provoque, mais c'est aussi pour amener une réflexion supplémentaire. Le ministère des Sports, pour moi, il ne doit plus s'appeler ministère de la Jeunesse et des Sports, mais ministère de la Vieillesse et des Sports. Et là, on est dans le sport santé. Alors, il y a encore beaucoup de questions et du coup, vu que, vu que vous provoquez en plus, ça va faire que d'augmenter une... oui, bah, évidemment, vu il y a de la provoque. Que pensez-vous du développement des e-sports en rapport avec la notion de santé? Ne serait-ce pas paradoxal? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le e-sport est complètement différent de ce à quoi je fais allusion aujourd'hui. Je ne parle pas de e-sport. Je parle d'activité physique. Juste si je peux rebondir sur la question juste avant, parce que juste à chaque fois que nous, quand on parle addiction à écran, moi je tique un peu, puisque addiction, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez précis dans la définition. Nous, on préfère parler de bon usage ou de mésusage par rapport aux écrans. Il ne faut pas oublier que les écrans, c'est aussi un support pour donner de l'accès à des gens qui n'auraient pas accès à une offre. Et par exemple, alors avant le Covid en tout cas, on a vu des expériences, par exemple, sur des actions qui permettaient à des patients schizophrènes d'avoir accès à des séances d'activité physique parce qu'ils ne pouvaient pas... La gestion du groupe était absolument impossible. Ils ne pouvaient pas avoir accès à des séances d'activité physique. Enfin, en tout cas, et donc, il y a eu un test et une évaluation qui a permis de montrer qu'avec certains patients, on pouvait trouver une accroche sur ce type d'intervention. Et du coup, voilà, là, c'était un exemple. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais un exemple qui montre que l'écran, ça peut être aussi un support qui permet une meilleure accessibilité. Alors là, c'est de l'activité physique, mais ça peut être aussi pour autre chose. Donc, certes, l'écran, voilà, c'est un sujet d'attention, notamment avec les très jeunes, sur la façon dont on travaille le sujet. Tout est une question d'équilibre, mais il ne faut pas rejeter en bloc la possibilité d'activité physique via ce type d'outils. Merci à tous les deux, vraiment. Monsieur Liorret, je suis peut-être le seul, je crains que non, je pense que non. Vraiment, vous m'avez alerté, chamboulé avec le nudge que j'ai compris, grâce à vous, avec le club virtuel. Je pense qu'il faut creuser cette affaire, vraiment. Je ne sais pas comment on va faire, hein, mais on va s'en emparer entre praticiens, hein, vraiment. Utilisez le service gratuit de Waller, vous allez voir. Merci. Madame Goujon, merci pour les 3 caisses, vraiment. Et pour les 5 fruits et légumes. Non, mais j'ai trouvé ça très illustratif. Vous voyez? Vraiment. Hein? Et puis merci à tous les deux d'avoir répondu, en fait, aux attentes de ce colloque, qui sont bien de votre point de vue, de votre angle de vue. Hein? De nous donner des biscuits pour réussir à un moment, territorialement, mais à répondre à la question qui nous préoccupe. Les compétences professionnelles, dit ce matin, pouvoir d'agir, hein, des professionnels qui agissent dans leur structure associative, de collectivités locales, et parfois sur des actions à dimension territoriale. Vraiment, merci d'avoir fait cet effort. Je pense qu'il n'était pas forcément très évident.
En tout cas, nous arrivons au terme de ce deuxième webinaire, c'est-à-dire à peu près à la moitié du chemin. Je ne sais pas comment vous, participants que nous ne voyons pas, hein, avez perçu cette journée, pour ceux qui ont pu la passer entièrement avec nous. Il y a quand même un signe, hein, le nombre de présents, participants, les questions formulées. J'ai parlé d'avalanche, c'était la réalité. Bon. En tout cas, je veux vous dire, peut-être vous faire partager à nous tous, nous faire partager tous un enthousiasme. Sachez que quand le jingle va partir, on se donne rendez-vous demain matin à 10h30, même modalité, et que nous ici, avec vous, si c'est possible, techniciens, interprètes, intervenants et organisateurs, on va s'applaudir un bon coup. À demain.